Elle n'avait que 3 secondes pour décider. 3 secondes pour rester invisible et garder son travail, ou prendre la parole et détruire le plus grand mensonge jamais dit. Voici l'histoire d'Elena. Et c'est aussi, d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu anticiper, l'histoire de ce qui arrive quand une personne qui a passé toute sa vie à être ignorée devient la seule chose qui compte pour quelqu'un qui avait l'habitude d'ignorer tout le monde. Je veux vous raconter cette histoire lentement parce qu'elle le mérite. Elle mérite le genre d'attention qui n'a pas toujours été accordée aux personnes qui y figurent. Restez donc avec moi. Elena Vasquez avait 26 ans et travaillait de nuit au Harborview Medical Center de Seattle. Elle y était depuis 3 ans. 3 ans de couloirs silencieux et de lumière fluorescente et du rythme particulier d'un hôpital après minuit, quand les visiteurs sont rentrés chez eux et que le bâtiment se pose dans quelque chose de presque paisible. Elle portait l'uniforme bleu standard du personnel d'entretien et elle se déplaçait dans l'hôpital comme les personnes à sa place apprennent à se déplacer. Efficacement, discrètement, dans les marges soigneuses de l'espace qu'occupaient les personnes plus visibles. Elle n'était pas exactement invisible. Elle n'était simplement pas vue, ce qui est une chose différente, et avec laquelle elle avait fait une sorte de paix. Elle payait les études de sa sœur Maria en soins infirmiers. C'est important à comprendre sur Elena. Non pas comme un détail, mais comme l'architecture de sa vie. Maria avait 22 ans, brillante, et avait une bourse complète qui couvrait les frais de scolarité, mais laissait tout le reste, logement, livres, nourriture, les petits mais réels coûts d'être étudiante, sans couverture. Elena avait comblé cette lacune sans qu'on le lui demande, sans en faire toute une histoire, sans jamais le mentionner à Maria d'une façon qui aurait créé une dette entre elles. Elle travaillait de nuit parce que la prime de nuit était meilleure. Elle mangeait son déjeuner dans un thermos qu'elle apportait de chez elle. Elle ne se plaignait pas, parce que se plaindre demandait une sorte d'énergie qu'elle préférait dépenser pour d'autres choses. Avez-vous jamais eu le sentiment d'être complètement invisible aux yeux des personnes que vous servez? Pas antipathique, pas maltraité, juste non vu. De la façon particulière que comprennent les travailleurs de service, quand la présence n'est reconnue qu'au sens où l'absence serait remarquée. C'était la texture de la vie quotidienne d'Elena, et elle s'était organisée autour d'elle avec une grâce qui était sa propre forme de dignité. L'aile VIP du Harborview était au 4e étage, et la route d'Elena l'y conduisait 2 fois par nuit. Les chambres y étaient plus grandes et plus silencieuses, la moquette différente du linoléum du reste du bâtiment, l'éclairage plus chaud. Les patients de l'aile VIP étaient différents des patients des autres étages, non pas dans leur souffrance, la souffrance étant le grand égalisateur, mais dans l'infrastructure autour d'eux. Les chambres avaient des noms, pas des numéros. Les fleurs arrivaient dans des arrangements qui demandaient 2 mains pour les porter. Les infirmières frappaient avant d'entrer. La chambre 412 reçut son occupant un mardi d'octobre. Il s'appelait Marcus Webb. Il avait 43 ans, le PDG d'une entreprise technologique dont Elena n'avait jamais utilisé les produits et dont elle n'avait jamais entendu le nom avant de laver le sol devant sa chambre lors de sa première nuit là. Il avait été dans un accident de voiture sur le pont 520 pendant une tempête de pluie. Sa voiture avait été heurtée par derrière et projetée contre la glissière de sécurité. Et l'impact avait fait quelque chose à ses nerfs optiques que les médecins décrivaient, dans le langage de la médecine qui dissimule autant qu'il explique, comme une perturbation visuelle bilatérale traumatique. Dans un langage que tout le monde pouvait comprendre, Marcus Webb ne pouvait pas voir. Elle l'apprit de la façon dont elle apprenait la plupart des choses, en fragments, entendus à la station des infirmières, reconstitués à partir des conversations professionnelles courtes de personnes qui avaient oublié qu'elle était dans la pièce. Les dégâts étaient importants. Le pronostic était incertain. Une opération était en discussion, un spécialiste de Paris était convoqué, un processus de guérison qui pourrait, s'ils avaient de la chance, restaurer une partie ou la majeure partie de sa vision. Ou peut-être pas.
Ce qu'elle n'apprit pas des conversations entendues, ce qu'elle observa directement, de ses propres yeux, lors de la 3e nuit du séjour de Marcus, c'était la fiancée. Vanessa arriva ce soir-là dans un manteau qui coûtait plus qu'Elena ne gagnait en 1 mois, avec l'énergie particulière de quelqu'un qui a déjà mis en scène la douleur dans l'ascenseur et gère maintenant ses implications pratiques. Elle était belle de la façon spécifique et entretenue des personnes pour qui la beauté est un capital professionnel et qui la traitent en conséquence. Elle resta avec Marcus environ 40 minutes. Elena, nettoyant la chambre d'en face, ne pouvait pas tout entendre, mais elle en entendait assez. Le ton de la conversation. Les questions que Vanessa posait, qui avaient une qualité d'audit plutôt que de réconfort. Les silences. Quand Vanessa partit, elle passa devant Elena dans le couloir, sans aucune reconnaissance. Pas le léger signe de tête que certains visiteurs offraient, pas le bref contact visuel que d'autres arrivaient à établir. Elle passa simplement, enfilant ses gants, et Elena la regarda partir vers l'ascenseur, et comprit, de la façon silencieuse de quelqu'un qui a passé des années à lire les pièces des gens puissants, que Marcus Webb était maintenant seul, d'une façon qui n'avait rien à voir avec le départ de sa visiteuse. Elle aurait dû continuer sa route. Elle le savait. L'aile VIP avait ses protocoles, et les patients qui s'y trouvaient avaient leur vie privée. Et son travail, c'était les sols et les surfaces, et la compétence silencieuse de son travail. Et rien de tout cela ne comprenait d'aller dans la chambre 412 à 11 heures du soir, parce qu'elle avait un pressentiment. Elle y alla quand même. Il était allongé dans le lit, le visage tourné vers la fenêtre, bien que la fenêtre ne signifiait plus rien pour lui maintenant. La chambre était sombre. Elle pouvait entendre sa respiration, pas exactement agitée, mais laborieuse de la façon particulière de quelqu'un qui se maintient ensemble par la seule force de ne pas céder à ce qu'il ressent. Elle se tint dans l'embrasure de la porte un moment, incertaine, son chariot de nettoyage dans le couloir derrière elle. Elle traversa la chambre et s'assit dans le fauteuil à côté de son lit. Il tourna la tête vers sa présence. Elle pouvait voir l'ajustement, la légère orientation de quelqu'un qui apprend, en temps réel, à naviguer dans un monde sans encre visuelle. Elle tendit la main et prit la sienne. Il ne la retira pas. Il ne parla pas. Après un moment, sa prise se resserra, juste légèrement, dans la réponse automatique d'une personne qui est seule depuis plus longtemps qu'elle ne le savait et vient de trouver un contact. Elle resta 1 heure cette première nuit. Elle ne lui dit pas son nom. Elle ne lui dit pas ce qu'elle faisait, ni pourquoi elle était là, ni comment elle en était venue à être assise à côté de son lit à 11 heures du soir en tenant sa main. Quand il demanda, d'une voix rendue rauque par des jours sans usage, qui elle était, elle dit seulement qu'elle était quelqu'un qu'il avait entendu et était venu. Il accepta cela avec l'acceptation particulière de quelqu'un à qui il ne reste plus l'énergie nécessaire pour le scepticisme. Elle revint la nuit suivante, et la nuit d'après. Vers la fin de la première semaine, elle lui lisait à voix haute. Elle avait trouvé, dans la petite bibliothèque pour patients du 2e étage, un exemplaire usé d'un roman qu'elle aimait depuis l'adolescence. Une histoire de gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires, ce qui semblait approprié. Elle lisait dans le fauteuil à côté de son lit, sa voix basse et régulière, et il écoutait les yeux fermés et les mains croisées sur la poitrine. Et la chambre avait une qualité de calme que ni l'un ni l'autre ne comprenaient complètement. Il commença à lui parler. Pas immédiatement, pas d'un seul coup, mais progressivement, de la façon dont les gens commencent à parler quand on leur a accordé assez de silence pour s'y sentir en sécurité. Il parla de l'accident, non pas des faits physiques dont il avait déjà discuté avec les médecins, mais de son expérience intérieure. La terreur spécifique de se réveiller dans l'obscurité, sans avertissement, et de ne pas savoir si l'obscurité était temporaire ou permanente. Il parla de son entreprise, des réunions qui avaient été déplacées et des appels redirigés, et de toute la machinerie de sa vie professionnelle qui avait continué sans lui et qu'il trouvait, à cette distance,
étrangement difficile de voir de la même façon qu'avant. Il parla de son enfance, de ses parents, d'un été qu'il avait passé au bord d'un lac en Oregon quand il avait 12 ans, et auquel il n'avait pas pensé depuis 30 ans, et qui lui revenait maintenant, dans le noir, avec une clarté qui le surprenait. Il ne lui demanda plus qui elle était. Elle avait le sentiment qu'il avait pris la décision de ne pas demander, qu'il comprenait, sur un plan qu'il ne pouvait pas articuler, que la demande changerait quelque chose. Elle en était reconnaissante. Elle était aussi consciente, dans la partie honnête d'elle-même qu'elle n'ignorait pas, que ce qu'il construisait dans cette chambre, cette chose nocturne et silencieuse, sans nom et sans explication, ne pouvait pas durer. À un moment, l'opération aurait lieu. À un moment, les bandages seraient retirés. À un moment, l'obscurité prendrait fin. Elle pensa à arrêter. Elle se dit plus d'une fois qu'elle devrait arrêter, que ce qu'elle faisait était contraire au protocole hospitalier, qu'elle risquait son emploi, que la chose raisonnable était de retourner à son chariot et à sa route, et à la compétence invisible de son travail. Elle n'arrêta pas. Elle revint chaque nuit, et elle lui lisait à voix haute, et elle tenait sa main, et elle l'écoutait parler d'une vie qui était plus compliquée et plus solitaire que son extérieur ne le suggérait. Et elle sentit quelque chose se produire qu'elle reconnaissait et dont elle avait peur, et qu'elle ne savait pas comment prévenir. Elle tombait amoureuse de lui, ce qui était la chose la plus impratique qu'elle ait jamais faite. Et elle le fit quand même, parce que le cœur n'est pas toujours un instrument pratique. Il lui dit une nuit de la 3e semaine que sa voix était la seule chose dont il était certain. Que tout le reste, sa vue, son entreprise, son sentiment d'être quelqu'un de capable et en contrôle, semblait provisoire et contingent et incertain. Mais sa voix, dit-il, était réelle d'une façon que rien d'autre ne l'était actuellement. Elle resta longtemps avec ça après avoir quitté la chambre et être de retour dans le couloir avec son chariot. Et elle ne savait pas quoi en faire, sinon le porter avec soin. L'opération était prévue pour un jeudi de novembre. Le spécialiste de Paris l'effectua un mercredi matin, ce qu'Elena apprit de la station des infirmières en terminant sa route, et ce qui signifiait qu'elle n'eut pas l'occasion de voir Marcus avant, pour dire les choses qu'elle avait composées dans sa tête depuis des semaines sans s'engager sur aucune d'elles. Elle rentra chez elle après son service et dormit mal, et revint ce soir-là sans savoir ce qu'elle trouverait. L'opération s'était bien passée. C'est ce que les infirmières se disaient entre elles, dans le raccourci des bonnes nouvelles. Ça s'est bien passé. Il est stable. On en saura plus quand on retirera les bandages demain. Elena se déplaça dans sa route et arriva, comme toujours, au 4e étage, dans le couloir devant la chambre 412, et se tint un moment dans le seuil familier entre le couloir et la chambre, où il lui était arrivé quelque chose qu'elle n'avait pas attendu et qu'elle ne savait pas entièrement nommer. Elle n'entra pas cette nuit-là. La chambre avait une qualité d'occupation qui se sentait différente des semaines précédentes. Elle ne savait pas alors que Vanessa était revenue, que le succès de l'opération avait été communiqué à des personnes qui n'avaient pas rendu visite pendant les semaines d'incertitude, que l'attrait particulier d'un homme qui allait se rétablir était différent du fardeau particulier d'un homme qui ne le ferait peut-être pas. Elle comprendrait cela plus tard. Cette nuit-là, elle se tint simplement un moment dans le couloir, puis retourna à son chariot. Les bandages furent retirés le vendredi matin. Elena était de service. Elle était au 3e étage quand cela se produisit, 3 étages en dessous et 3 couloirs plus loin, sans aucune connaissance de ce qui se passait à ce moment dans la chambre 412. Elle le reconstituerait plus tard, d'après le récit d'une infirmière qui avait été présente et qui lui raconta, dans le langage soigneux de quelqu'un qui comprend que les informations qu'il transmet sont importantes. Marcus ouvrit les yeux. Le monde lui revint, flou d'abord, puis se précisant, de la façon dont la vision revient après une opération, en dégradé et en ajustement. Le spécialiste vérifia les réponses et déclara l'opération réussie. Marcus allait voir. Et Vanessa, qui attendait à l'extérieur de la chambre, entra. Elle entra avec l'énergie de quelqu'un qui s'est préparé à ce moment. Elle traversa jusqu'à son lit et prit ses mains et dit, avec la fluidité d'une personne qui a répété cela, «
qu'elle avait été là chaque nuit, qu'elle avait été la voix dans l'obscurité, lui lisant à voix haute, restant assise avec lui, le tenant compagnie pendant les pires semaines de sa vie. Elle le dit avec la conviction de quelqu'un qui a décidé qu'une chose est vraie et s'est engagé dans la mise en scène de cette vérité. Marcus la regarda. Il entendit la voix, familière d'avant l'accident, des années de leur relation, chaude et polie, et sans aucun rapport avec ce dont il se souvenait. Son visage avait une expression que l'infirmière décrivit plus tard comme une sorte de recherche intérieure, comme s'il écoutait non pas ce qui était dit, mais la qualité du dire, comme si quelque chose ne correspondait pas. Mais il se remettait d'une opération, et ses yeux s'ajustaient encore. Et Vanessa était là, avec ses mains dans les siennes et sa conviction. Et la confusion qu'il ressentait était le genre qui est facile à expliquer. Médicaments, désorientation, l'étrangeté de la vue retrouvée. Il se permit d'être incertain. Il laissa les mains de Vanessa rester dans les siennes. Il fut renvoyé chez lui cet après-midi-là. Les formalités furent accomplies. Le spécialiste donna ses instructions. Vanessa organisa la sortie avec l'efficacité de quelqu'un qui a décidé que le rôle de partenaire présente et aimante est un rôle qu'elle s'engage maintenant à jouer indéfiniment. Un fauteuil roulant fut amené. Marcus s'y installa, s'adaptant encore aux dons retrouvés de la vue, regardant le monde avec l'attention particulière de quelqu'un qui a récemment et viscéralement compris que regarder n'est pas une chose à tenir pour acquise. Le couloir devant la chambre 412 court sur toute la longueur du 4e étage. Elena était à l'autre bout, près de l'ascenseur de service, avec son chariot. Elle avait entendu des infirmières que Marcus était renvoyé chez lui. Elle s'était positionnée, sans tout à fait s'avouer qu'elle se positionnait, dans un endroit où elle pourrait peut-être le voir passer. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait quand elle le verrait. Elle n'était pas sûre qu'il y ait quoi que ce soit à faire. Elle était une femme de ménage d'hôpital qui avait passé 3 semaines assise avec un homme dans le noir. Et maintenant, le noir était fini. Et l'homme partait avec la main de quelqu'un d'autre dans la sienne. Et la bonne réponse était probablement de laisser cela être la fin de l'histoire. Vanessa vint en premier, le bras passé à travers celui de Marcus, son manteau parfait, son expression la chaleur gérée de quelqu'un qui est conscient d'être observé. Marcus va à ses côtés, se déplaçant avec précaution, ses yeux prenant le couloir avec l'attention qu'elle avait remarquée sur son visage dans la chambre. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, dans ces semaines où elle était assise à côté de son lit dans le noir. Cela la frappa avec une spécificité absurde, qu'elle ne savait pas à quelle hauteur il était. Elle essaya de se tenir très immobile. Le chariot était à côté d'elle, chargé du matériel de son travail. Elle saisit la poignée, et puis elle ne le fit pas. Elle ne sait pas à ce jour si c'était un vrai accident ou quelque chose que ses mains firent sans consulter son esprit conscient. Le plateau glissa. Le métal claqua contre le sol avec un son qui porta sur toute la longueur du couloir. Un bruit soudain et vif dans le silence d'un après-midi d'hôpital. Elle poussa un cri et dit, avant de pouvoir réfléchir à si elle devait le dire, ce à quoi elle avait été formée pendant 3 ans à dire dans les moments de perturbation. Elle dit « Je suis vraiment désolée, monsieur ». 3 mots. Sa voix, basse et non gardée dans le petit choc du moment, dans son registre qui était le sien et pas celui d'une autre, portant le long du couloir sans les filtres qu'elle aurait appliqués si elle avait prévu de parler. Marcus s'arrêta. Il s'arrêta de la façon dont les gens s'arrêtent quand quelque chose a atteint la partie d'eux que l'esprit raisonnant ne gouverne pas. Pas une pause considérée, pas une décision consciente, mais l'interruption de tout le corps de la reconnaissance. Vanessa continua d'un demi-pas avant de réaliser qu'il ne bougeait plus. Elle se retourna. Il resta très immobile un moment. Puis, il se retourna. Elena était sur le sol, ramassant le contenu du plateau, ne levant pas les yeux, effectuant la compétence concentrée de quelqu'un qui gère une perturbation, son visage vers le bas. Elle était consciente de pas qui venaient vers elle, pas les pas rapides et irrités de quelqu'un qui approche pour se plaindre, mais quelque chose d'autre, plus lent, délibéré. Elle leva les yeux. Il se tenait devant elle. Il la regardait avec une expression qu'elle ne pourrait pas adéquatement décrire par la suite, bien qu'elle l'ait essayé,
plus d'une fois dans les conversations qui suivirent. Ce n'était pas exactement de la surprise, c'était de la reconnaissance, et quelque chose sous la reconnaissance, une qualité d'arriver quelque part qu'on cherchait à localiser depuis longtemps. Il dit « c'est vous ». Il dit « c'était toujours vous ». Il le dit simplement, sans mise en scène, dans la voix d'un homme qui a passé 3 semaines à apprendre à faire confiance à ce qu'il entend plutôt qu'à ce qu'il voit, et à qui on donnait maintenant, pour la première fois, les deux à la fois. La voix de Vanessa vint de derrière lui, précise et contrôlée, et avec une arête qui traversait sa propre douceur. Elle dit son nom. Elle le dit de la façon dont les gens disent des choses quand ils essaient de rediriger l'attention, de réaffirmer l'architecture d'un moment qui se déplace loin d'eux. Il ne se retourna pas. Il tendit la main à la place et aida Elena à se lever, et elle se tint devant lui dans son uniforme bleu avec le logo de l'hôpital sur la poitrine et les chaussures pratiques que son service exigeait, et il tenait ses mains dans les deux siennes et regardait son visage pour la première fois. Et elle regardait en retour. Et ni l'un ni l'autre ne dit rien un moment, parce qu'il n'y avait rien à dire que le moment ne disait pas déjà. Quand il parla, il se tourna, tenant toujours la main d'Elena, et parla directement à Vanessa. Il dit qu'il connaissait sa voix de la façon dont une personne connaît une voix qui a été la seule chose réelle dans 3 semaines d'obscurité, et que la voix derrière lui n'était pas la sienne, et ne l'avait jamais été. Il dit le reste brièvement et sans cruauté, parce que la cruauté n'avait pas sa place dans ce qu'il ressentait. Et Vanessa le reçut de la façon dont les gens reçoivent des choses avec lesquelles ils ne peuvent pas argumenter, avec le silence qui suit l'épuisement des réponses disponibles. Elle s'en alla. Le couloir absorba cette sortie sans drame. L'histoire qu'Elena raconte par la suite, de la façon privée dont elle la raconte, à sa sœur et à quelques personnes en qui elle a confiance, n'est pas principalement une histoire sur la richesse de Marcus ou son entreprise, ou les façons matérielles dont tout a changé. Ces choses ont changé. Il paya les études de Maria, le coût total de sa formation en soins infirmiers, parce que c'était la première chose concrète qu'il demanda à Elena quand elle lui dit finalement tout, qui elle était, ce qu'elle faisait, pourquoi elle était entrée dans sa chambre cette première nuit, et parce que payer était la façon la plus immédiate qu'il connaissait de faire quelque chose de réel en réponse à ce qu'elle avait fait pour lui. Les frais de scolarité furent payés la semaine suivante, en totalité. Mais la partie de l'histoire à laquelle elle revient le plus, la partie qu'elle décrit avec la spécificité de quelque chose qu'elle a retourné plusieurs fois dans sa tête, c'est le couloir. Le plateau tombé. Les 3 mots qu'elle dit. Le son des pas qui venaient vers elle. Le moment où quelqu'un qui avait passé 3 ans à ne pas être vu devenait la seule chose qu'un homme au regard fraîchement retrouvé regardait. Je veux vous dire quelque chose avant de vous laisser avec cette histoire. Il y a une sorte de beauté qui ne devient visible que dans l'obscurité. Pas la beauté qui est curatée et présentée et entretenue pour le bénéfice des observateurs. Le genre que Vanessa comprenait et que le monde que Marcus avait construit récompensait. Mais l'autre genre. Le genre qui se présente à 11h du soir dans un couloir d'hôpital, sans annonce et sans public, et s'assoit à côté de quelqu'un qui a peur et tient sa main pour aucune autre raison que parce que tenir semble être la bonne chose à faire. Ce genre de beauté ne nécessite pas de titre. Elle ne requiert pas d'argent, ou le bon manteau, ou la chaleur pratiquée de quelqu'un qui met en scène le soin pour un public. Elle ne requiert que la volonté de se présenter dans l'obscurité et d'être présente, sans attente de crédit, sans la protection d'un public pour en être témoin. Elena entra dans cette chambre parce qu'elle entendit quelque chose dans la respiration d'une personne qu'elle reconnut. Elle resta parce qu'elle trouva, dans l'obscurité honnête de ces semaines, quelque chose que les surfaces éclairées et organisées de sa vie quotidienne n'avaient pas fourni. Elle faillit ne rien dire dans ce couloir, presque laisser l'histoire se terminer de la façon dont les histoires comme la sienne se terminent si souvent, avec la personne qui a fait le vrai travail disparaissant dans les marges pendant que quelqu'un d'autre entre dans la lumière. Elle laissa tomber un plateau. Sa voix porta 3 mots dans un couloir. Et quelqu'un l'entendit, vraiment l'entendit, pour la première fois.
La vérité a une voix. Elle est plus silencieuse que les mensonges, qui ont tendance à la sonorité. Elle ne parle pas toujours au moment opportun ou sous la forme attendue. Mais elle persiste. Elle trouve son moment. Et quand elle parle enfin, elle parle dans un registre que quelque chose dans une personne reconnaît, avant même que l'esprit raisonnant ne l'ait rattrapé. Même dans l'obscurité. Peut-être surtout là.